C'est parti. Bonjour à toutes et tous. Merci de vous joindre à ce webinaire Identity Days, le premier de la saison, dans le sens où, comme vous le savez, pour ceux qui ont l'habitude, on va délivrer en fait un webinaire par mois à partir de maintenant jusqu'à la fin de la saison prochaine. L'objectif étant de faire le lien un petit peu avec les communautés qui nous suit ou qui participe à l'événement tout au long de l'année. Et puis, c'est l'occasion aussi, pendant ces webinaires, d'élargir un peu le spectre des sujets et de parler cyber en général, de parler parfois organisation, de vous faire découvrir des concepts un petit peu différents. Donc, l'objectif de la journée, de ce webinaire, c'est de vous parler de VOC, donc de Vulnerability Operations Center. Donc, on va détailler ce qu'on va voir ensemble durant cette heure. Juste en termes pratiques, vous avez un panneau Q&A qui vous permet de poser vos questions. Il est vraisemblable que je traiterai plutôt les questions en fin de session. Néanmoins, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser au fil de l'eau dans le panel de Q&A. Pour que je puisse les prendre à la fin et puis répondre à vos interrogations. Le webinaire est enregistré, donc vous allez recevoir dans les jours qui viennent un lien de replay qui vous permettra de récupérer les éléments, de récupérer les slides et de pouvoir le partager avec d'autres si vous en avez envie. Petite info également, on a la date pour les prochains Identity Days en 2025. Et ça sera le 21 octobre. Donc, pour ceux qui viennent régulièrement, n'hésitez pas à prendre date et déjà à le mettre sur votre calendrier, puisque ça sera donc le 21 octobre à Paris. Et on sera tous là pour vous accueillir. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, à savoir le VOC. Et voilà un petit peu l'agenda. Donc, l'objectif de cet agenda, c'est de vous donner une vue sur les éléments qu'on va parcourir. On va commencer par rapidement expliquer ce que c'est qu'un VOC, même si j'imagine qu'il y en a certains qui savent déjà, ou du moins qui ont une idée des concepts qui se cachent derrière le VOC. On évoquera également, on va dire, les différentes attentes liées au VOC, c'est-à-dire, OK, je mets en place une organisation qui me permet de traiter les vulnérabilités. Maintenant, c'est quoi les différents niveaux presque de maturité que j'attends dans ce que je vais pouvoir faire avec ce type d'organisation. On fera un mini focus sur la partie SSVC parce que c'est une partie importante dans une des problématiques que va traiter le VOC, qui est en fait le triage, puisque on va le voir évidemment, un des objectifs principaux du VOC, c'est de recueillir et de stocker les vulnérabilités de façon centrale, mais ensuite il y a une vraie attente en termes de triage, c'est-à-dire comment je vais pouvoir requêter ce data lake et comment je vais pouvoir derrière ranger automatiquement les vulnérabilités dans les bons pools. Donc on parlera pas mal de la partie SSVC parce que c'est une des méthodes qui permettent justement d'exécuter ce triage. Et puis à la fin, si on a le temps, on regardera un peu le lien entre la partie VOC et la partie ticketing, qui est un des modèles que beaucoup d'organisations mettent en œuvre pour on va dire, coordonner les actions liées à la partie vulnérabilité. Et puis, on terminera par une conclusion habituelle. Alors, on va commencer par la partie VOC. C'est quoi un VOC? Pour faire très simple, donc, un VOC, c'est déjà une organisation. C'est-à-dire, c'est pas un outil, c'est pas un logiciel. Un VOC, c'est une organisation. C'est une organisation qui, évidemment, se bâtit sur un certain nombre d'éléments assez classiques. Évidemment, il faudra de l'outillage, évidemment, il faudra des personnes pour exécuter le service lié à cette organisation. Et puis, bien évidemment, on en reparlera un petit peu plus tard, il va falloir des process. Et la partie, d'ailleurs, écriture process au sens large du terme, et là, je mets dans process tout un tas de choses, est une part extrêmement importante
du succès du VOC. C'est-à-dire que si on déploie des outils, on jette des gens dans l'arène sans qu'ils aient eu aucune formation et qu'ils ne puissent suivre aucun process écrit, évidemment, ça va pas bien se passer. Mais rappelez-vous déjà, le premier point, un VOC, c'est une organisation. Donc, c'est une organisation qui va avoir une mission, et sa mission, c'est de gérer, pour faire simple, les vulnérabilités. Et quand je dis vulnérabilité, c'est au sens large du terme. Donc, évidemment, si je dis vulnérabilité, tout le monde pense au CVE, c'est évident, mais l'objectif du VOC, c'est pas uniquement de gérer les CVE, c'est de gérer tous les types de vulnérabilités, et on en reparlera tout à l'heure. Le VOC a une fonction, une mission proactive. Ça, c'est également un élément important, et c'est ce qui distingue très fortement la mission du SOC et la mission du VOC. Le VOC n'est pas là pour répondre à des incidents liés à des vulnérabilités. Ça, c'est la mission du SOC. Le VOC est là pour traiter les vulnérabilités avant qu'elles ne soient exploitées par quiconque, un ransomware, du code malicieux, un attaquant, etc., etc. Donc, on a vraiment une différence assez marquée, à la fois en termes de mission et à la fois en termes de temporalité entre ce que fait un SOC et ce que fait un VOC. Alors, pourquoi je le précise? C'est parce que on va en reparler un petit peu plus tard. Il y a beaucoup de confusion en fait, et il y a beaucoup de personnes qui opposent le VOC au SOC. Et il n'y a aucune opposition à faire, c'est des missions complètement différentes. Pourquoi cette opposition existe dans l'esprit des gens? C'est parce qu'en fait, on a demandé pendant des années au SOC d'exécuter les missions d'un VOC. C'est-à-dire qu'en gros, dans beaucoup d'organisations, alors de moins en moins, parce que voilà, les choses se structurent, mais dans beaucoup d'organisations, en fait, qui gère le programme de traitement des vulnérabilités? Le SOC. Pour un certain nombre de raisons, ça ne fonctionne pas, mais du coup, on a opposé les deux, alors qu'en fait, il n'y a rien à opposer du tout. Ce sont des organisations différentes qui peuvent, après, hiérarchiquement, appartenir évidemment à la même équipe, voire on pourrait imaginer que les équipes du VOC soient gérées par le SOC manager. Après, ça, c'est juste de l'organisation interne, mais en termes de mission, ça reste extrêmement différent. Et en gros, on a trois types d'organisations qu'on va retrouver globalement dans ce qu'on appelle un programme CTEM, donc un programme de gestion des vulnérabilités et des menaces à l'échelle d'une organisation ou d'une grosse entreprise. On va retrouver le SOC, évidemment. Donc, le SOC, c'est mission réactive, alerte, incident, réponse à incident, collaboration avec le CERT pour un certain nombre de points, s'il y a un CERT. Mais l'objectif du SOC, c'est de réagir à des choses qui arrivent. Et évidemment, notamment la partie incidentologie. La partie VOC, comme on le disait, elle est sur la partie proactive, c'est-à-dire que le VOC, sa mission, c'est de recueillir en amont la liste des vulnérabilités, de les centraliser, de les normaliser, de les traiter, de faire une priorisation sur ce qu'on doit corriger. Et en fait, vraiment, le VOC, c'est le traitement des vulnérabilités avant incident. Alors, on va voir qu'après, il peut y avoir des liens entre le VOC et le SOC, des liens techniques, mais on va en reparler juste un petit peu derrière. Et puis après, il y a un autre type de solution qui existe, et un autre type d'organisation. C'est toute la partie compliance, en fait. Alors, ce qu'on appelait avant les solutions de GRC ou les organisations de risk and compliance, gouvernance, risk and compliance. Là, la mission de ce type d'équipe, c'est vraiment de s'assurer, comme le nom l'indique, de la bonne gouvernance et de la compliance des choses qui sont exécutées dans l'organisation. Donc, compliance au sens compliance avec les règles internes de la société et compliance avec les régulations ou les régulations imposées par un tiers, que ce soit au niveau gouvernemental, au niveau de la loi, au niveau d'un secteur d'activité donné qui vous oblige à un certain nombre de règles de gestion, notamment vis-à-vis de la sécurité. Ces trois éléments, dans une grosse organisation, on les retrouve à peu près toujours. Après, il y a parfois un déséquilibre à la fois en termes de moyens et de personnes entre ces trois éléments. Néanmoins, conceptuellement, on doit retrouver ces trois types d'équipes, ces trois types d'organisations dans chacune des grosses entreprises ou parfois même des entreprises plus modestes qui sont à même de gérer de la sécurité.
parfois, un de ces piliers ou deux de ces piliers est externalisé vers un tiers. C'est-à-dire, par exemple, on a des sociétés de services qui font du SOC manager ou du VOC manager ou de la compliance manager. Et donc, en tant qu'organisation, je peux avoir envie de déporter une partie de ces activités vers quelqu'un d'externe. Ça change pas grand-chose au concept, sauf que c'est pas exécuté par des équipes internes, mais par des équipes externes. Alors, comme on le disait, il y a évidemment des liens entre ces organisations-là, et des liens notamment techniques. Je vais pas tout nommer, mais globalement, on va dire que le VOC est quand même alimenté majoritairement par les sources de vulnérabilité, évidemment, donc notamment ce qu'on va appeler les scanners vulnérabilité, mais au sens très 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 large du terme, et on y reviendra tout à l'heure. Le SOC est plutôt alimenté par des outils qui vont remonter des événements ou des logs. Donc, c'est les fameux SIEM qui vont concentrer un certain nombre d'informations sur les events qui arrivent sur les différents systèmes, quels qu'ils soient. Il y a très souvent des liens en fait entre le VOC et le SOC. Alors là, j'illustrerai ça avec un outil qu'on appelle le SOAR, qui est l'orchestrateur de sécurité, mais ça peut être d'autres choses. Mais globalement, en fait, il existe des liens naturels entre le VOC et le SOC dans tout un tas de situations. Premièrement, le VOC, une de ses missions pour bien comprendre des vulnérabilités, c'est aussi de documenter les vulnérabilités. Donc, on peut imaginer que le SOC ait besoin d'un certain nombre d'éléments qui ont été consignés par le VOC, qui, lui, a une vision assez profonde des différentes vulnérabilités. On peut imaginer que le SOC soit consommateur de ces informations. De la même manière, dans certains cas, on a des scénarios qu'on appelle VOC to SOC, qui correspondent globalement à la présence d'une vulnérabilité que l'on va vouloir traiter comme un incident de sécurité. C'est-à-dire que là, on n'est plus simplement dans un mode proactif qui ronronne, j'allais dire, sur la correction et même la détection d'un certain nombre de vulnérabilités. On est vraiment dans un mode où il faut agir très, 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 très rapidement. Et donc, ça devient en fait un incident de sécurité. La simple présence de cette vulne devient un incident de sécurité. Donc, on peut illustrer ça avec ce qu'on a connu, je sais pas, les événements type Log4Shell, MoveIT, les vulnérabilités sur SXI, certaines vulnérabilités Fortinet, etc., qui sont tellement graves que leur présence devient en fait un incident et est traitée par une équipe qui a l'habitude de gérer de l'urgence. En fait, c'est ça la différence entre le VOC et le SOC sur la temporalité. Le SOC est très souvent dans l'urgence et est en capacité, à la fois en termes de people et d'outillage, de gérer des choses dans l'intensité et dans l'immédiateté. Et c'est pas du tout généralement ce que fait le VOC. Donc, il y a des liens naturels entre le VOC et le SOC. Et encore une fois, c'est là où on voit que ça n'a aucun sens d'opposer les deux. Les deux travaillent de concert, ont des missions différentes, ont des personnes différentes. Ça, c'est un point important. Et ont évidemment des outillages et des process qui sont un petit peu différents. De la même manière, les solutions de GRC vont avoir besoin très souvent de recueillir des informations depuis le VOC ou depuis le SOC. C'est-à-dire qu'un outillage GRC, il y a beaucoup de déclaratifs dedans sur les audits, sur des questionnaires de compliance, ce genre de choses. Néanmoins, c'est intéressant si la solution de GRC est alimentée par des informations techniques réelles qui permettent en fait d'améliorer les données sur lesquelles se base l'outillage et l'équipe de GRC pour émettre ses propres rapports. Donc, c'est aussi pour ça que très souvent, on a des liens API entre la partie VOC et la partie SOC. D'ailleurs, je ne l'ai pas mis sur la slide, mais ça existe tout à fait, qui envoie des informations à la GRC, ou du moins la GRC récupère ces informations pour être capable en fait d'émettre des rapports qui soient un peu plus précis que simplement du déclaratif. Voilà, pour faire simple. Bien évidemment, toutes les couches en dessous habituelles qui vont être communes, les CTSM, le reporting, qui sont les couches communes en fait qui sont utilisées à l'échelle de l'entreprise et qui là ont pas de limite sur la partie équipe ou outillage. Un élément intéressant, je le mentionne parce que je suis pas sûr que j'en reparle derrière. On voit la EDR, NDR, XDR. En fait, pareil, ça apporte aussi un peu de confusion dans l'esprit des gens. Pourquoi? Parce que
Ces solutions-là qui sont à la base des solutions pour faire de la réponse à incident, ou, ou pour bloquer des choses techniques qui arrivent sur une machine, ou pour détecter des choses techniques qui arrivent sur le réseau, sur des machines. En fait, de plus en plus de ces solutions proposent des modules de gestion des vulnérabilités. Ce qui veut dire qu'en fait, ces éléments-là deviennent un peu transverses et sont capables à la fois d'envoyer des informations au SOC sur la partie incident ou quelque chose qui est détecté, un comportement ou un fichier, ou voilà, de la détection et de l'incident. Mais aussi, ils ont maintenant des couches ou des options de gestion des vulnérabilités au même titre que le fait un scanner. Et je dirais que même un des avantages qu'on peut voir, c'est que dans le cas de l'EDR en tout cas, il y a un agent, donc l'agent est capable de remonter en fait beaucoup de choses au niveau de la partie vulnérabilité. Donc, voilà comment c'est organisé, voilà comment on peut avoir en fait ces trois types d'équipes au sein d'une entreprise qui vont travailler de concert. Alors évidemment, en fonction de la taille de l'organisation, ces équipes vont être plus ou moins fournies avec plus ou moins de personnes, comme vous pouvez l'imaginer. Euh, Comme je le disais en introduction, ne pas opposer le VOC ou le SOC. Euh, Globalement, ce que je constate, c'est que beaucoup d'organisations ont tenté de faire gérer les vulnérabilités par le SOC, que ça se passe pas très bien. Moi, je pense que la raison principale, c'est tout simplement que le SOC, il a plein d'autres trucs plus urgents à faire. Ils ont déjà un nombre d'incidents et d'événements absolument délirants à traiter. Donc, quand vous êtes dans la gestion de l'urgence, dans la gestion de l'incident, bon, bah, la partie préventive, la partie proactive, évidemment, elle passe tout en bas de la pile, ce qui est complètement logique. Et si on avait peut-être que si on avait des équipes SOC plus fournies, avec un outillage plus intelligent, avec plus de précision sur les incidents qui sont remontés, peut-être que ces équipes seraient en capacité de gérer l'overload qui est rattaché à la partie traitement des vulnérabilités, mais force est de constater que voilà, que ça ne marche pas très bien lorsque dans une organisation on considère que c'est le SOC qui doit traiter les vulnérabilités. On se retrouve, de toute façon je le vois, on se retrouve en fait dans les organisations avec un stock qui n'arrête pas d'augmenter. Voilà. Et quand je dis un stock de vulnérabilités qui n'arrête pas d'augmenter, pas forcément que des vulnérabilités on va dire, qui ne sont pas critiques, parce que ça, c'est pas très grave. Mais on voit un stock de vulnérabilité high ou critical qui augmente au fil des mois, au fil des ans, lorsqu'il n'y a pas une organisation qui gère directement ces trucs-là. Alors, quels sont les besoins, quelles sont les missions qu'attendent les organisations qui déploient un VOC dans leurs équipes? Déjà, il faut un certain nombre de prérequis. Alors, les prérequis du VOC, enfin, le prérequis principal du VOC, c'est quand même d'avoir des sources d'informations sur les vulnérabilités. C'est-à-dire que, au même titre que si vous avez un SOC, mais il n'y a pas d'informations qu'on est capable de récupérer en termes d'incidents ou d'événements, bah évidemment, votre SOC, il ne sert à rien. Bah là, c'est pareil. Votre VOC s'appuie sur des sources liées aux vulnérabilités, ce qu'on va appeler des vulnerability scanners. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que la nature de ces scanners vulnérabilité peut être extrêmement différente. Parce que la mission du VOC n'est pas juste de traiter des vulnes sur les systèmes. La mission du VOC est de gérer toutes les vulnérabilités. Et quand je dis vulnérabilité, encore une fois, je parle de CVE, mais aussi pourquoi pas, de mauvaises configurations sur des firewalls, un mot de passe administrateur qui serait par défaut, un disque dur qui n'est pas chiffré, qui devait être chiffré. Donc, quand on parle vulnérabilité, attention, hein, c'est pas juste les CVE, c'est tout type de vulnérabilité. Petit 1. Petit 2, des vulnérabilités de nature extrêmement différente au sens de la source. Donc, ça peut être évidemment des IP, des FQDN, enfin les trucs classiques, mais ça peut être des vulnérabilités dans le code, ça peut être des vulnérabilités au niveau d'images Docker, ça peut être des vulnérabilités côté Access Cloud, ça peut être des vulnérabilités au niveau du paramétrage des identités. Bref, tout ça, ce sont des vulnérabilités. Donc la nature des scanners qui vont remonter les infos peut être très différente. Et en fait, c'est là où on voit le premier niveau, le premier besoin que va adresser le VOC, c'est déjà de centraliser l'ensemble de ces informations. C'est-à-dire que vous avez forcément, ou dans la plupart des cas,
un scanner qui scanne les IP, un scanner qui scanne votre surface externe, un scanner ou plusieurs qui scannent la partie web. Si vous développez des choses en interne, vous avez vraisemblablement un scanner qui regarde votre code. Vous avez commencé à utiliser ou vous utilisez massivement des solutions de type cloud, donc vous avez des scanners qui vont regarder ce qui se passe au niveau de vos usages cloud, etc., etc. Donc la première mission du VOC, c'est de récupérer tout ça, d'agréger les données, de les dédupliquer, important, on va y revenir tout à l'heure, de les normaliser. Alors quand je dis normaliser, c'est de manière à pouvoir comparer les vulnérabilités entre elles, de les afficher de la même façon. Parce que un des problèmes lorsque l'on a plein de sources, c'est qu'en fait, là, je vais prendre des exemples qui sont ici. J'ai Qualys qui a sa propre note, j'ai Wiz qui a sa propre note, j'ai vraisemblablement CyberWatch qui a sa propre note. Si je les mets ensemble, comment je les compare? Comment je compare une CVE numéro machin avec une config qui permet de faire qui permet de faire de l'injection SQL versus quelque chose qui permet de prendre le contrôle d'un compte à privilège parce que j'ai une configuration Kerberos qui n'est pas la bonne. En fait, ces éléments-là, comme ils proviennent de sources différentes avec des typologies d'objets différents et avec des notations différentes, bah, comment je les compare? Donc, la partie normalisation de l'ensemble de la stack fait partie, évidemment, du premier niveau et du premier besoin. C'est vraiment le premier truc. C'est-à-dire que la première étape, c'est vraiment de pouvoir déjà avoir ce stock central, dédupliqué, normalisé. Si l'entreprise n'a pas une organisation dédiée à ça, ou n'a pas un outillage qui permet de faire ça, généralement, c'est fait avec Excel. Je vous laisse imaginer quand vous avez des millions de findings, comment ça se passe avec Excel. La deuxième étape, ça va être on va dire, être capable de trier, de voir les risques qui se cachent derrière ces vulnérabilités. Parce que maintenant que j'ai un stock de vulnérabilités, il va falloir que je priorise et que je dise ce que je dois corriger en premier. Parce que de toute façon, je sais que je ne pourrais pas tout corriger. Parce que généralement, dans les organisations, on parle de plusieurs centaines de milliers de vulnérabilités, enfin de findings, voire de millions, voire de milliards pour des très 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 grosses organisations. Donc évidemment, vous n'allez pas pouvoir tout patcher, corriger, c'est impossible. Donc il va falloir orienter vos efforts de correction ou de patching vers des choses qui sont vraiment dangereuses. Donc ça, c'est la deuxième mission, c'est-à-dire vous permettre d'appliquer un modèle de risque qui va présenter les éléments qui sont les plus importants et que vous devez absolument patcher. Et après, la dernière mission du VOC, c'est vraiment toute la partie automatisation, à savoir liaison avec le SOAR, liaison avec le système de ticketing, pouvoir créer automatiquement des ouvertures en fonction de scénarios, pouvoir automatiquement manipuler votre stock de données avec des règles, etc., etc. Et ces trois niveaux-là, c'est aussi parfois des niveaux de maturité qu'on retrouve dans les entreprises. Il y a des entreprises qui ont déjà quelque chose de centralisé, mais qui n'ont pas fait l'effort d'appliquer un modèle de risque ou d'automatiser un certain nombre de choses. Donc le VOC, voilà les trois niveaux, on va dire qu'on est en capacité d'atteindre au fur et à mesure du déploiement de ce type de solution. Alors pour illustrer ensuite techniquement après comment ça marche avec des outillages, donc là on va parler, j'illustrerai mon propos avec, je vais vous montrer tout à l'heure Acuity, qui est une solution logicielle qui permet d'équiper des VOC. Mais en gros, comment ça se passe? Bah, vous allez avoir tous les inputs, donc toute la partie entrante d'informations qui va provenir, encore une fois, de variétés de solutions extrêmement différentes. Donc des choses qui scannent des IP, des choses qui scannent du code. Il y a aussi les pratiques, j'en ai pas parlé, de bug bounty. Donc si par exemple l'entreprise est cliente de solutions comme Yogosha, YesWeHack, bah, ça fait partie des pratiques qui vont être capable de détecter des vulnérabilités. Donc, généralement, on va pouvoir importer aussi ce type d'informations. Si l'entreprise fait des pentests, un pentest va, par définition, découvrir, enfin, va être en capacité, en tout cas, de fournir un rapport qui nomme des vulnérabilités sur des systèmes. Donc là, c'est pareil, c'est des choses qui doivent être importées au niveau du VOC. Donc, il y a
il y a toujours une notion de connecteur, c'est-à-dire des connecteurs qui permettent d'aspirer les données et de les mettre dans un stock central, dans un data lake central. Globalement, on va retrouver quoi dans un data lake? On va retrouver deux parties. Les vulnérabilités, évidemment, et on va retrouver les assets. Alors pourquoi? Parce que les scanners ou les connecteurs vont dire, voilà, il y a telle vulnérabilité sur tel asset. Donc ça veut dire que non seulement le VOC est capable de voir la liste exhaustive des vulnérabilités, mais si les scanners couvrent l'intégralité du spectre, le VOC va être capable également de voir en fait le stock d'assets qui porte ces vulnérabilités. Alors attention, hein, un VOC, c'est pas une CMDB, un VOC, c'est pas un KSM, un VOC, son objectif, c'est pas principalement de gérer les assets, mais ça permet de donner une vue cyber à l'équipe VOC sur le stock d'assets que l'on a. Ça veut, mais encore une fois, ça remplace pas une CMDB classique, c'est pas du tout son objectif. Néanmoins, c'est important d'avoir une vision sur les assets, notamment parce qu'une partie du risque qui va influencer le score de la vulnérabilité peut être associé aux assets. Et puis ensuite, il y a toute la partie qu'on va plutôt retrouver à droite, qui est l'interaction avec les autres outils qu'on a vu tout à l'heure, le système de ticketing, la partie orchestrateur de sécurité, la liaison avec le SOC, etc., etc. Alors, pour illustrer ce que je vous raconte, donc je vous ai parlé de connecteurs. Donc là, je vous montre en fait Acuity, qui est une plateforme logicielle qui permet d'équiper les VOC. Donc, je vous ai parlé de connecteurs. Donc, c'est quoi les connecteurs? En fait, vous avez dans la plateforme la possibilité d'activer en fait des sources. Donc, là, vous avez voilà une liste. Donc, vous voyez qu'il y a des choses très très différentes. Hein. Donc, des trucs Nancy, OK, des trucs qui viennent du code, checkmarks, des trucs qui viennent de la partie IoT avec la ROTI, des outils qui sont pas des API, qui sont plutôt de l'ordre du fichier, comme Burp Suite, des EDR, des systèmes ITSM. Donc, vous voyez qu'en fait, quand on dit connecteur, des outils open source avec OpenVAS, donc quand on dit connecteur, en fait, voilà, il peut y avoir beaucoup de choses. Je vais prendre des Français, nos collègues de CyberWatch. Donc, ça, vous allez sélectionner un connecteur, puis ensuite, vous allez créer une config. Vous allez définir voilà, comment vous vous connectez. Et puis derrière, vous allez avoir très souvent des options qui vont vous permettre un peu de filtrer ce que vous récupérez dans le VOC. Donc là, pour info, au niveau des équipes VOC, il y a deux tactiques. Il y a ceux qui récupèrent tout, qui ne veulent pas s'embêter parce qu'ils considèrent que justement la mission du VOC, c'est de tout avoir. Et puis, il y en a qui filtrent en amont. Alors, assez peu sur des connecteurs type CyberWatch, mais par exemple sur des connecteurs de type cloud, il y a des sociétés qui veulent pas tout récupérer parce que, voilà, pour des raisons diverses et variées. Donc, on va avoir des filtres qui nous permettent de filtrer les assets qu'on veut récupérer ou qu'on veut lire plus précisément, et ou les findings qu'on veut récupérer depuis la source. Donc voilà, donc c'est toujours un petit peu le même système. On active un connecteur, on renseigne l'API key ou le login mot de passe ou ce que vous voulez, et vous récupérez ensuite à la fin dans votre VOC une liste de findings. Donc là, vous voyez une liste de findings à plat. Donc là, il y en a 71 000. C'est très peu, hein, c'est une plateforme de démo. Donc vous allez retrouver en fait à chaque fois les findings, sur quel asset ils sont posés, la source du finding, donc là par exemple Tenable. Puis vous allez retrouver tout un tas d'informations qui vont vous permettre ensuite de faire la deuxième partie du VOC, c'est-à-dire la partie priorisation. J'y reviendrai un petit peu plus tard, mais globalement, vous voyez que l'ensemble de ces findings sont caractérisés par tout un tas d'infos. Bien sûr, la partie CVSS, les choses un peu open source, type le PSS, le CISAKEV, et souvent, les VOC fournissent ou permettent de connecter une CTI qui va permettre de caractériser la partie vuln. Donc là, par exemple, avec Acuity, vous avez trois notions qui sont fournies et qui caractérisent tous les findings: l'exploitabilité, l'intensité de la menace et la maturité de l'exploit. Et généralement, vous pouvez aussi connecter des CTI externes qui viennent avec leurs propres informations sur les vulnérabilités, qui vont enrichir le modèle
donc les classiques, hein, les recorded futures, les mendiantes, etc. Donc généralement, vous avez dans les connecteurs la possibilité d'activer ce type de connecteur pour enrichir en fait par d'autres attributs d'ailleurs les informations du modèle de données. Un point important dont on parlera tout à l'heure, en fait, vous voyez, sur la droite, il y a un truc qui s'appelle la TRS-V2. Donc, le TRS dans le cas d'Acuity, c'est le score de risque, en fait. Le score de risque est calculé pour chacun des findings et qui est calculé depuis un ensemble d'informations. Donc, dans le cas d'Acuity, depuis environ une vingtaine d'attributs. Donc, généralement, ces attributs, enfin, le score de risque, il est basé sur trois types de choses. Le premier type d'information qu'on utilise dans un score de risque, c'est la vulnérabilité elle-même. Son score CVSS, est-ce qu'il est présent au CISACEB ou pas, voilà, donc des choses liées à la vuln en dehors du contexte. Deuxièmement, on va voir plutôt la partie, on va dire, menace. Donc, est-ce que c'est exploitable ou pas? Est-ce qu'il y a un code sur GitHub qui permet d'utiliser cette CVE? Est-ce que cette vulnérabilité, il y a un plugin dans Metasploit ou dans Pyre pour l'exploiter directement? Voilà, donc avoir une vision de la partie menace réelle liée à cette vulnérabilité. Et puis la troisième partie, très souvent, c'est le contexte de l'organisation. Par quel asset est portée cette vulnérabilité? Est-ce que cet asset est connecté à Internet ou pas? Est-ce que cet asset, il a un EDR qui tourne? Est-ce que cet asset, il est important pour moi? Quels sont les critères de confidentialité, d'intégrité, de disponibilité que j'ai portés sur cet asset, etc., etc. Donc tout ça, ça permet de calculer un score de risque à la fin. Et c'est ça notamment qui permet de normaliser les infos, c'est-à-dire qu'en dehors des différents scores qui peuvent être établis dans Qualys, CyberWatch, Tenable, Checkmarx et consorts, en dehors de ces scores-là, un score qui est un moyen de comparer en fait les vulnérabilités entre elles une fois qu'elles sont dans le vote. Point important, je vais évidemment, quand un asset est remonté par plusieurs sources, il est dédupliqué. C'est-à-dire que quand j'ai un asset qui est vu par plusieurs sources, il n'apparaît qu'une seule fois dans la plateforme. Donc là, on voit, par exemple, cet asset, il est vu par un pentest, par CyberWatch et par Burp. Et c'est pareil, alors je ne sais pas si j'ai des exemples ici, mais c'est... Si. C'est pareil au niveau des findings. Évidemment, si un finding a été vu par plusieurs sources, il va être dédupliqué. Donc là, par exemple, j'ai une config qui permet de faire du SQL injection sur cet asset qui a été vu par Burp et qui a été vu par un pentest. Et peut-être même que c'est en fait le scan Burp du pentester qui a été remonté aussi à ce moment-là. Peu importe. Donc, ça, c'est la partie déduplication. Et la déduplication, elle doit agir au niveau des assets et elle doit agir au niveau, évidemment, des findings. Puisque si vous avez un stock de findings très important, vous comprenez bien que si vous mettez en double, en triple, en quadruple des findings, ça va poser un problème parce que vous n'allez en fait pas avoir de gain spécifique. Et point très très important, évidemment, il faut qu'on puisse dédupliquer les CVE. Bon, mais il faut aussi pouvoir dédupliquer des choses qui sont autre chose que de la CVE, qui vont être remontées par du bug bounty, du scan applicatif, du pentest, etc. Il faut que tout ça soit dédupliqué au sein de la plateforme, parce que sinon, si vous avez deux lignes au lieu d'une, bah, vous allez multiplier le travail, sans parler même de la confusion au niveau derrière du traitement que vous pourriez avoir. Donc, c'est ce qu'on a vu, l'agrégation, la déduplication, la normalisation du stock lié aux assets et lié aux vulnérabilités. Encore une fois, quand je dis aux assets, l'objectif n'est pas de remplacer une CMDB, pas du tout. Et vous n'avez pas non plus besoin d'une CMDB pour mettre en œuvre un VOC. On va dire que la partie asset va vous amener un gain de visibilité et de qualité de la donnée, parce que par exemple, si vous avez une CMDB avec des informations de type je sais pas, l'asset owner, le service auquel appartient l'asset et compagnie,
bah, du coup, c'est des infos que vous pourrez aussi intégrer dans votre VOC. Mais l'objectif, encore une fois, c'est de fournir une vision asset pour une équipe sécurité. Dans un VOC, vous n'allez pas gérer, je sais pas, les numéros de série de vos châssis de machines, vous n'allez pas gérer le contrat de maintenance de la machine, ce que vous retrouverez peut-être dans une CMDB classique. Un autre avantage aussi du VOC qu'il faut comprendre, c'est que pour des organisations qui font beaucoup de merge, enfin, qui font beaucoup d'acquisitions, ça permet immédiatement de faire des assessments et de récupérer ces assessments au niveau du VOC en termes de risques liés aux vulnérabilités. Je m'explique. Si vous êtes une entreprise que vous avez, je sais pas, vous utilisez Tenable, et puis demain vous rachetez une autre entreprise en Espagne qui utilise Qualys. Bon, le temps que vous migreriez de Qualys à Tenable, il va se passer quelques mois, et encore plus si l'entreprise est grande. Donc en fait, un des intérêts du VOC, c'est qu'il est agnostique en termes de technologie. C'est-à-dire que peu importe en fait que vous utilisiez Qualys, Tenable, Rapid7, CyberWatch ou quelqu'un d'autre, ou d'autres types de techno, vous allez pouvoir connecter et récupérer les informations. Donc, ça vous donne une indépendance vis-à-vis des technos que vous utilisez, vous pouvez les changer. Deux, ça permet à des organisations qui rachètent beaucoup de sociétés d'intégrer rapidement ces technologies. Ensuite, bien sûr, elles feront la migration vers leur outil corporate, mais ça va permettre tout de suite en fait, de gérer les risques par rapport à une entreprise que je rachète, alors que ce n'est pas forcément évident, évidemment, si vous n'êtes pas capable d'intégrer dans vos process à vous les briques technologiques que vous rachetez avec l'entreprise. Et on retrouve ça aussi chez des entreprises qu'on appelle des MSP ou des MSSP, qui sont des sociétés de services qui proposent des services, mais des services packagés de gestion de la sécurité. Et en fait, un des intérêts d'avoir une plateforme VOC pour ces sociétés-là, c'est que, quelles que soient les briques technologiques utilisées par les clients, en fait, elles peuvent les intégrer dans leur organisation et dans leur process. Et quand on en est à parler de process, ceci est un point extrêmement important. Alors, je m'explique. On a parlé de concepts, on a parlé d'outils, on a parlé de personnes. Tout ça doit être encadré par des process. Donc là, vous avez juste un exemple tout bête, hein, c'est vraiment extrêmement basique, mais la partie assessment, la partie agrégation, normalisation, donc au sein du VOC. Ensuite, quelle va être la chaîne de valeur que les VOC analyses vont faire, l'investigation, la priorisation par les risques, etc. Et puis ensuite, une fois qu'ils auront établi leurs règles de priorisation, et on va y revenir juste derrière, comment ça va se passer? Est-ce que ça passe dans un stock de dérogation parce que sur une vulnérabilité low, j'ai pas besoin de traiter la vulnérabilité? Est-ce que ça doit passer par un process d'escalade parce que on est sur du critique? Si on n'est pas sur du critique, comment ça se passe? Est-ce que ça passe par un process de CAB ou est-ce que c'est directement traité par une mise à jour automatique? Voilà, donc peu importe le processus que vous avez, mais ce qui est certain, c'est qu'il en faut un et il faut l'écrire. Donc pareil, je vois beaucoup d'organisations où ils ont un process, mais qui est éthéré. Non, il faut avoir quelque chose sur lequel se référer en fait quand il y a un doute, quand on se pose une question, quand on a un nouvel arrivant dans l'équipe, etc., etc. Il faut écrire ces process. Ça peut se faire au fil de l'eau. On n'est pas obligé d'avoir tous les process écrits et ensuite de démarrer son VOC. Il faut un minimum, évidemment, au début. Mais il faut vraiment mettre de l'effort sur l'écriture de ces process et notamment, c'est quand que quelque chose va être géré par le SOC parce que ça devient un incident. Enfin voilà, tous les trucs dont on a parlé depuis le début, ces éléments-là doivent être documentés, doivent être écrits. Tant qu'on en est à parler de process, je vais aller assez vite là-dessus. Il va falloir à un moment donné choisir sa méthodologie pour décider ce que l'on doit corriger immédiatement, en gros à 3 semaines,
ce qui pourra attendre la prochaine période de patching et les vulnérabilités qu'on traitera jamais, qui correspondent aux 4 niveaux qui sont ici. Pour ceux, il existe plusieurs méthodes pour faire ces choix. Ici, vous avez un exemple que j'ai tiré d'une présentation du CERT-IST. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le CERT-IST, c'est un CERT orienté industrie et qui expliquait voilà, comment utiliser la méthodologie SSVC. Pour parler d'SSVC rapidement, c'est une méthode de triage de vulnérabilité, fan finding, en fonction d'un certain nombre de critères, qui a été écrite par le CISA. Donc, le CISA, c'est l'équivalent de l'ANSSI aux États-Unis. Donc, ils ont écrit une méthode qui dit, bah voilà, comment vous pouvez analyser, traiter, prioriser votre stock de vulnérabilité pour le ranger dans des pools de rémédiation. Et en fait, c'est ça qui est que moi je trouve extrêmement intéressant au niveau de la méthode, c'est que c'est pas simplement une méthode d'analyse du stock de finding, c'est une méthode qui vous permet d'analyser, de trier et de les mettre dans des blocs qui correspondent à votre rémédiation. Et en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire des règles. Là, vous avez un exemple de règle où on dit, bah voilà, si c'est présent au CISAKEV, directement, il faut le patcher. Le CISAKEV, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le catalogue des vulnérabilités qui sont dont on sait qu'elles sont exploitées par les attaquants. Et à nouveau, c'est quelque chose qui a été fait par le CISA. Et puis ensuite, vous avez des branches qui vous permettent de faire des tris, des arbres et de ranger automatiquement en fait votre stock de vulnérabilité en fonction d'un certain nombre de critères dans une temporalité de traitement. Immediate, c'est ce qu'on doit corriger en gros à 2 jours. Ce qu'on doit corriger au niveau de out of bounds, c'est ce qu'on doit corriger en gros à 3 semaines, 3-4 semaines. Schedule, c'est ce qui pourra attendre la prochaine période de patching programmée. Souvent dans les entreprises, vous avez 1 à 2 fois dans l'année des périodes dans lesquelles vous savez que vous allez pouvoir rebooter les systèmes, appliquer des patchs, etc. Donc c'est ça qu'on appelle schedule. Et le defer, c'est tout ce qu'on oublie, hein. C'est le stock en fait qu'on n'a pas besoin de traiter parce que c'est pas très grave si ces vulnérabilités restent sur les systèmes. Pour illustrer un petit peu ça, voilà, vous avez d'autres exemples. Business unit, parce qu'on peut imaginer que selon les business units, les besoins ne soient pas exactement les mêmes dans votre organisation. Peu importe, mais imaginons que ce soit à l'échelle de l'organisation. Une fois que vous avez écrit ça, dans votre VOC, vous allez créer des règles qui permettent automatiquement de ranger en fait ces éléments-là au niveau de votre système de triage. Donc là, c'est des règles, voilà, pareil, vous allez créer des règles qui vont faire des queries en fait dans votre modèle de données et qui vont vous permettre de ranger automatiquement les findings dans les bons blocs. Alors en fait, ce qui est par contre important de comprendre et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que vous avez créé ces règles que vous avez mises dans votre VOC, en fait, les findings vont se ranger tout seuls. C'est-à-dire que, imaginons que j'ai créé mes règles, et puis que demain, j'ai un finding qui est rangé dans schedule, donc quelque chose que je corrigerai peut-être dans 6 mois. Et on me dit qu'il n'y a plus de partage. Alors, on va recommencer le partage. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on a à nouveau le partage? Elvire, ok, nickel. Donc, une fois que vous avez créé ces règles, que vous les avez appliquées au niveau de votre stock, derrière, en fait, les findings vont bouger tout seuls d'un bloc à un autre. C'est-à-dire, imaginons qu'on ait un finding qui a été mis dans schedule, donc correction, disons, dans 6 mois, et puis d'un coup, il est exploitable, donc il est dans le catalogue CISAKEV, par exemple, où l'asset qui porte cette vulnérabilité a changé de zone et maintenant est exposé à Internet. Voilà, en fonction de vos critères, ça peut varier. Bah, automatiquement, le finding, comme il est rattaché à des requêtes, il va sortir du pool schedule et il va aller dans, par exemple, immediate. Donc,
c'est là où on voit l'importance en amont d'avoir écrit à nouveau ces matrices de priorisation. Parce qu'une fois que vous avez écrit ces trucs-là, une fois que vous avez transformé cette modélisation dans votre VOC avec des requêtes qui rangent automatiquement les findings dans les bons blocs, bah en fait, vous n'avez plus rien à faire. C'est-à-dire qu'une fois que ça c'est fait, ça va se ranger automatiquement pour peu que vous ayez rattaché le fait qu'un finding appartienne à un pool de rémédiation avec l'ouverture d'un ticket. En fait, le ticket va s'ouvrir tout seul euh, et potentiellement envoyer le ticket vers la bonne équipe dans votre système ITSM. Donc, pour illustrer ce truc-là, si je viens dans mon stock de finding et que je prends la liste de mes requêtes, donc là, je vois par exemple que j'ai pu modéliser mes requêtes qui correspondent à ma méthodologie SSVC, qui est encore une fois une des méthodologies. Il en existe plein. Il y a des clients qui font des méthodologies P0, P1, P2. Enfin voilà. Après, il y a plein de méthodes. Mais disons que j'ai appliqué le SSVC. Je vais en fait écrire les requêtes qui correspondent à mon arbre de décision. Et surtout, je vais pouvoir associer ces requêtes. Donc, disons que j'ai pris de l'immediate. Donc là, vous voyez, j'avais un stock de un peu plus de 70 000 findings tout à l'heure. Et avec l'application d'un modèle de risque, des informations de CTI, etc., sur 70 000 findings, en fait, j'en considère 46 comme étant à corriger immédiatement. Et c'est ça, en fait, l'intérêt aussi de la priorisation. C'est-à-dire qu'en fait, vous rendez humainement réalisable la mission du VOC. Parce qu'évidemment, si là, j'avais 10 000 findings à corriger d'ici 24 heures ou 48 heures, bon, ça, le système ne marcherait pas. Et en fait, souvent, vous pouvez, une fois que vous avez créé vos requêtes, vous pouvez associer ces requêtes à ce qu'on appelle des campagnes ou des groupes de rémédiation. Donc là, par exemple, c'est, je sais pas, à corriger maintenant. On va donner, par exemple, une date qu'on doit corriger d'ici demain. On peut choisir si les groupes sont dynamiques ou statiques, mais surtout, vous pouvez associer ça avec des ouvertures de tickets au niveau de votre système de ticketing. Et en fait, si vous rendez des groupes dynamiques sans date de fin et que vous décidez, par exemple, de créer un ticket par finding, ben en fait, automatiquement, une fois que vous avez créé cette config-là, automatiquement, si j'ai un nouveau finding qui arrive dans la partie critique, immediate, ça va automatiquement ouvrir un ticket et ça va ouvrir un ticket vers la bonne personne. Pourquoi vers la bonne personne? Parce que normalement, dans le VOC, vous pouvez utiliser des attributs qui sont côté VOC, c'est-à-dire des attributs au niveau de l'asset, par exemple une fiche asset owner ou une information d'asset owner pour l'envoyer en fait en variable côté Jira ou côté CMDB pour que ce soit attribué à la bonne équipe, à la bonne personne, ce genre de choses. Et une fois que vous avez créé ce type de campagne de rémédiation, et ben en fait derrière, vous allez vous retrouver avec une liste de campagnes de rémédiation que vous allez pouvoir suivre dans le temps avec des tickets ouverts en automatique. Et un des intérêts, c'est que vous allez pouvoir suivre dans le temps aussi vos campagnes de rémédiation avec un score de risque de la campagne, le nombre de findings, le nombre d'assets, l'évolution du nombre de findings ou du score de risque lié à votre campagne, etc., etc. Et si vous avez encore une fois associé ça avec des ouvertures automatiques de tickets, bah, ça se fait en fait après derrière tout seul. Alors, je vais passer cette étape-là. Néanmoins, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ce que vous allez mettre dans vos requêtes dépend grandement de la façon dont vous êtes organisé côté ITSM. C'est-à-dire que vous allez créer votre arbre SSVC, par exemple. Vous allez créer des queries associées à ça. Mais en fait, derrière, comme vous allez vouloir automatiser l'ouverture de ticket, il est possible que vous ayez besoin dans votre requête de rajouter un truc qui dit
OK, c'est tout ce qui est sur un asset connecté à Internet, exploitable, etc., etc. Et ça concerne des technologies Windows. Parce que peut-être que côté ITSM, vous êtes organisé par stack technologique. Peut-être que côté ITSM, vous êtes organisé par business unit. Peut-être que côté ITSM, vous êtes organisé par criticité du ticket. Peut-être que c'est un mélange de tout ça. Dans ces cas-là, vous allez vouloir illustrer dans votre requête initiale la façon dont vous êtes organisé ITSM pour pouvoir faire un lien automatique entre votre requête et à qui attribuer le ticket derrière. Donc, je ne rentre pas dans les détails, mais la requête dans votre VOC, généralement, elle concerne votre priorisation, donc SSVC, plus la façon dont votre ITSM est organisé pour pouvoir en fait envoyer derrière le ticket à la bonne personne ou à la bonne équipe ou au bon asset owner, par exemple. Donc là, je vous donne un exemple. On peut, avec une requête qui correspond à de l'immediate côté SSVC, ben derrière, dans ma requête, je vais rajouter des choses qui disent, bah voilà, mais si le finding concerne des technologies Windows, alors ça doit aller à l'équipe Windows côté ITSM. Si ça concerne Unix, alors ça doit aller côté Unix côté ITSM, etc. Encore une fois, c'est juste un exemple simple à comprendre avec des OS. Ça pourrait être beaucoup plus compliqué que ça. Mais encore une fois, les fils traditionnels que vous allez mettre là vont dépendre en fait de la façon dont est organisé votre système ITSM. En conclusion, quand vous n'avez pas de VOC et que vous désirez mettre en œuvre ce type d'organisation, il faudra quand même néanmoins un certain nombre d'éléments en place, des choses, des prérequis qui vous permettront de déployer votre VOC. Et quand vous allez déployer votre VOC, quand vous allez le concevoir, l'instancier, il y a des choses qui ne sont pas de l'ordre de l'obligatoire, qui peuvent être intéressantes, mais qui ne sont pas des obligations. Donc, évidemment, ce qui va être de l'ordre des prérequis obligatoires, c'est plutôt de connecter toutes les sources de vulnérabilité. La personne, elle a validé, elle a clôturé son ticket côté ticketing, de clôturer automatiquement le finding côté VOC. De toute façon, si le gars il a dit une bêtise ou il a menti, la prochaine fois que le scanner va repasser, il va voir que ce finding est toujours ouvert, le VOC va récupérer l'information et le VOC va réouvrir en fait le finding côté VOC. Les autres éléments qui sont mandatory, parce que ça fait partie encore une fois des missions du VOC, c'est d'être capable d'appliquer un processus de priorisation, parce que c'est souvent ça qu'on attend, être en capacité de choisir les trucs qu'on doit corriger, et puis d'automatiser donc ce cycle de vie du finding au sein du VOC, notamment avec les changements d'état automatiques. Je rentre pas dans les détails, mais un finding est associé à des états différents. Il est ouvert, il est confirmé, le risque est accepté, il est ignoré, il est en cours de rémédiation, il est fermé, voilà. Donc, il faut pouvoir automatiser en fait ces changements d'état, notamment si on a besoin de statistiques sur ces états, évidemment, et si on a besoin de faire du reporting sur les états de finding, un truc tout bête, mais quels sont les findings en cours de rémédiation? C'est quoi le pourcentage? Quels sont les findings critiques en cours de rémédiation actuellement? Quels sont les findings critiques qui ont déclaré été fermés par l'équipe ITSM, mais qui en fait n'avaient pas été corrigés, qui ont été rouverts, ce qu'on appelle les régressions, etc., etc. Donc, souvent, ça fait partie des prérequis pour avoir un VOC qui fonctionne bien et est en capacité d'avoir des statistiques un peu fines. Le reste, je vous le passe et on va terminer avec 2 slides. 3 éléments à retenir. Si vous avez 3 choses à retenir, retenez ça. Premièrement, il faut arrêter d'opposer le VOC et le SOC. Encore, j'insiste lourdement, mais je vois tellement
bêtises là-dessus que ça, voilà. Je pense que ça vient aussi, encore une fois, d'une incompréhension de la plupart des gens sur les missions qui divergent complètement. Le VOC est pas là pour piquer le boulot du SOC et inversement, ils font des choses complètement différentes. Par contre, ils travaillent de concert. Deuxième point, en sécurité, il y a toujours un équilibre à trouver entre la détection et la prévention. Malheureusement, en Europe du Sud, on a tendance à tout miser sur la détection et très peu sur la prévention. Ouais, je le voyais quand je travaillais chez Alcide, il y avait en fait très peu d'organisations qui faisaient de la prévention sur leur config Active Directory jusqu'à ce que les ransomware utilisent tous Active Directory. Bah, évidemment, il faut avoir une attitude et des objectifs équilibrés entre ces deux pratiques et arrêter de se dire j'ai un EDR et tout va bien. Discours que j'entends encore régulièrement. Et j'ai constaté depuis environ 18 mois une explosion en fait des organisations VOC, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'organisations qui mettent en place un VOC dédié et qui ne demandent plus au SOC de gérer la partie vulnérabilité, donc elles sortent la partie prévention du SOC. C'est parfois en fait les d'anciens du SOC, c'est parfois dans une équipe globale VOC SOC, peu importe, mais il y a une équipe, un outillage, des processus dédiés à la partie des vulnérabilités. Pour aller plus loin, je vous invite, si vous êtes intéressé par ces problématiques de VOC, vous intéresser aux offres qui existent pour la partie logicielle, et notamment évidemment Acuity. Donc, je vous invite à aller sur le site web pour regarder. Puis, vous avez un formulaire de contact si vous voulez vous pouvez évaluer d'ailleurs la solution pour information. Voilà, si vous avez besoin d'évaluer ce genre de choses, c'est tout à fait possible. Je vous invite également à me suivre sur LinkedIn ou à m'interpeller si vous avez des questions. C'est objectivement le meilleur moyen de me contacter et de pouvoir poser des questions. Je vous invite aussi à noter la date du 21 octobre pour l'année prochaine, puisque ce sera la date où on fera la prochaine édition des Identity Days. J'espère que ça a pu répondre à un certain nombre de vos interrogations liées à ce que c'était qu'un VOC et comment ça fonctionnait. Et je vais maintenant prendre des questions. Alors, on va simplifier la question parce qu'elle est un peu longue. La question, en gros, c'est je suis une très petite organisation. Je n'ai en gros qu'un seul scanner. Est-ce que j'ai besoin d'un VOC? Non. Si vous avez, je sais pas, 50 PC ou 50 serveurs et que vous utilisez quel que soit l'outil pour scanner vos systèmes sur 50 machines, ça suffira largement. Parce qu'en fait, ce qu'il faut quand même comprendre, c'est que le VOC répond à deux problématiques, mais comme le SOC d'ailleurs, de ce point de vue-là, enfin sur la problématique de fond, c'est un nombre d'informations très important et des sources d'informations très différentes. Dès lors que vous avez ces deux choses-là, le VOC est quasiment indispensable. Mais évidemment, si vous avez qu'un seul scanner ou que vous scannez, je sais pas, avec du Nmap et du Burp toutes les semaines, c'est gérable à l'échelle humaine d'avoir un rapport de 50 machines. Vous n'avez pas besoin d'avoir une organisation de folie. Mais dès lors que vous avez un nombre de machines important, un nombre de vulnérabilités importantes et des natures de vulnérabilités extrêmement différentes, les choses se complexifient. En fait, à nouveau, l'idée, c'est de pouvoir permettre par des process de l'outillage et des people de masquer la complexité qui se cache derrière toute la variabilité que vous pouvez avoir au niveau de vos systèmes. Alors, autre question. Est-ce que l'interface d'Acuity est disponible en français? Oui, alors oui, là, j'ai l'habitude, moi, de faire des démos en anglais, enfin voilà, d'utiliser l'interface en anglais, mais effectivement, l'interface est disponible aussi en français. Vous pouvez switcher de langue dans le
être en capacité de choisir des filtres liés à des choses qui viennent de la CMDB. Je pense que ça a dû encore sauter, le partage. Bon, c'est pas très grave. Ça peut être aussi des choses qui proviennent des tags de la CMDB. Si par exemple vous avez dans votre CMDB déjà créé des niveaux de priorité de vos assets, bah, c'est des choses que vous pouvez récupérer et utiliser dans votre arbre de décision. Si dans la CMDB le tag P égale 1, alors c'est plus grave que si c'est P égale 2. Voilà, ce genre de choses. Il n'y a pas vraiment de limite. Dans Qt, il y a, je sais plus, environ 200 attributs qui sont indexables et utilisables dans ces arbres. Après, objectivement, c'est toujours à peu près les mêmes qu'on retrouve parce que c'est ceux qui sont importants pour la plupart des entreprises. Alors, une question intéressante qui me dit, est-ce que tu pourrais nous parler de modèles de maturité? En gros, l'équivalent, alors il y a dans le monde des SOC, il y a des modèles de maturité qui existent et notamment, il y a quelque chose qui existe qui s'appelle SIM. Alors, je savais plus qu'il y avait des numéros SIM3. Alors, je sais plus si c'est que pour les CCIRT ou est-ce que c'est pour CCIRT et SOC. Mais en tout cas, il y a des modèles de maturité qui existent dans le monde, on va dire du SOC/CCIRT, pour être capable de mesurer en fait son niveau de maturité. Est-ce que ça existe dans le monde du VOC? Il n'y a pas des choses formelles. Moi, je suis en train d'écrire un document sur le sujet, mais qui n'a pas vocation à comment dire, à être une norme. Mais il n'y a pas de choses encore au niveau international qui permet de définir un niveau de maturité du VOC, voire de faire son propre assessment de maturité du VOC. Parce que quand on fait un assessment de maturité, ça peut être quelque chose qu'on fait soi-même ou quelque chose qu'on confie à un tiers, un auditeur. Ça n'existe pas. Je suis à peu près certain que ça va pas tarder. Moi, de mon côté, je suis en train d'essayer d'écrire quelque chose qui ressemble à du self-assessment pour une organisation et qu'on mettra à disposition dès que c'est disponible. Mais pour l'instant, il n'y a pas ça. Par contre, il existe effectivement un document du SAN qui parle de ça et qui n'a pas pour l'instant vocation à être un standard, mais qui est un bon truc. C'est-à-dire que en fait, vous allez sur le site du SAN et vous avez sur la partie vulnerability management, vous avez deux choses que vous pouvez récupérer. Premièrement, vous avez une espèce de poster au format PDF qui est assez intéressante sur les différentes missions d'Invoke et de ce qu'on doit faire en vulnerability management. Et il y a un fichier Excel que vous pouvez récupérer où vous allez pouvoir répondre à des questions et ça va vous donner une note dans des catégories en fait sur votre propre niveau de maturité en termes de gestion de vulnerability management. Et alors c'est imparfait, mais c'est pas mal du tout pour on va dire faire un propre assessment déjà tout seul et essayer d'évaluer son niveau de maturité vis-à-vis du vulnerability management de façon globale, pas particulièrement lié à un VOC, mais le VM de façon globale. Alors oui, je pense que c'est Olivier qui me dit ça. Oui, SIM3, c'est pour les CCIRT et pour les SOC, c'est SOC CMM. Eh ben écoute, volontiers Olivier, volontiers. On pourra parler maturité du VOC. Je te dis, je suis en train de travailler là-dessus, donc si ça t'intéresse, on peut s'appeler début d'année sans problème. Eh ben écoutez, je vous remercie pour avoir rejoint ce webinaire. Comme indiqué, vous recevrez très bientôt un lien vers le replay et puis les slides. Il me reste à vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à l'année prochaine. Bonne fin de journée.